Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 9 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Il existe désormais une ligne aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. 3 vols hebdomadaires sans escale relieront directement les deux pays. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Le vol inaugural est prévu le 12 mai prochain. La Côte d'Ivoire renforce également sa coopération avec le Mali. Demain jeudi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta entame une visite d'amitié et de travail à Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont un peu plus de 283 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux enregistrés en 2017. Dans ce 20h, nous évoquerons le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions contre Téhéran. Israël et l'Arabie saoudite saluent cette décision. Les Européens se disent déterminés à sauver l'accord. Nous serons en ligne avec un consultant en politique aux États-Unis. L'opération de réidentification des abonnés de téléphonie mobile a pris fin le 30 avril dernier. Les abonnés ont jusqu'au 11 mai prochain pour se faire réidentifier au risque de ne plus émettre d'appel. Soyez les bienvenus sur RTI 1, c'est officiel. Il existe désormais une ligne aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. L'annonce a été faite ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. L'établissement de cette ligne est le fruit des efforts consentis ces dernières années par le gouvernement ivoirien dans le secteur du transport aérien. Et notez que le vol inaugural est prévu le 12 mai prochain. Jérôme Kofi Abolin. Bonne nouvelle, tout est fin prêt pour les vols de la ligne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le premier vol dit inaugural entre Abidjan et New York est prévu ce 12 mai 2018. Ainsi, à compter de cette date, 3 vols toutes les semaines, selon le Conseil des ministres ce mercredi, vont relier directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le processus d'obtention de la certification TSA nécessaire à l'ouverture d'une route en direction des États-Unis, menée par le gouvernement en partenariat avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, s'est achevée en décembre 2017. Ainsi, un protocole d'ouverture et d'exploitation de la liaison aérienne Abidjan-New York a été signé entre les parties. 3 vols hebdomadaires relieront désormais directement la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le vol inaugural de la ligne directe Côte d'Ivoire-États-Unis d'Amérique est prévu ce 12 mai 2018 et aura à son bord une délégation ivoirienne qui sera conduite par le ministre des Transports. Le Conseil a aussi planché sur la problématique de l'emploi des personnes en situation de handicap et pris des mesures quant à leur insertion professionnelle, surtout au niveau du secteur privé. Ce décret détermine, en application du Code du travail, les conditions et les modalités d'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi dans le secteur privé. Il précise la définition de la notion de personne en situation de handicap et fixe les obligations des employeurs vis-à-vis de ces personnes vulnérables en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Saisissant l'occasion de cette séance, le porte-parole adjoint du gouvernement est revenu sur la situation de certains occupants des logements Sikoji de Cocody Danga. En réalité, le contrat qui lie ou qui liait la Sikoji à ces familles est un contrat de location. Et il se trouve que ces familles avaient demandé à la Sikoji de transformer ces contrats de location en contrats de vente. Ce que la Sikoji a refusé. Mais la Sikoji, au-delà de ce refus, a proposé à ces ménages des mesures d'accompagnement. Sur les 77 familles
concernés. 44 ont accepté les mesures d'accompagnement de la CICOJ. Quelles étaient ces mesures d'accompagnement? Chacune de ces 44 familles a reçu la somme de 1 million de francs CFA qui comprenait donc des frais pour le déménagement, les frais liés à l'abonnement eau et électricité, également des frais pour la caution et les loyers d'avance. Les 44 familles qui ont accepté ont pu se reloger. Les 33 autres ont refusé le protocole qui leur a été proposé par la CICOJ et ont saisi les juridictions compétentes. Les procédures judiciaires donc ont connu leur parcours jusqu'à la Cour suprême qui, en janvier dernier, a tranché en faveur de la CICOJ, la Cour suprême ayant estimé que la CICOJ était dans son droit. C'est donc en exécution de cette décision de justice que la CICOJ a procédé donc au déguerpissement. D'autres informations importantes également données par le Conseil, notamment celles relatives à la révision de la liste électorale. Pour plus de précision, la collecte des informations dans les centres d'enrôlement se dérouleront du 17 au 24 juin 2018. Par ailleurs, au chapitre des divers, à retenir le calendrier de la prochaine visite d'amitié et de travail du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures du chef de l'État malien sur le sol ivoirien à compter de ce jeudi 10 mai 2018. Voilà, comme vous l'avez entendu, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta arrive demain à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont un peu plus de 283 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux enregistrés en 2017. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Le 5 avril dernier, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est accueilli par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. En visite de travail et d'amitié dans le pays, il souhaite l'intensification des activités de développement. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une relation diplomatique entamée le 11 avril 1967, mais soutenue depuis 1962 par un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Les échanges commerciaux sur l'année 2017 entre les deux pays se chiffrent à un peu plus de 283 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire importe du Mali le coton, le basin, le bétail, le tabac, mais aussi du matériel de transport routier. Le Mali, lui, reçoit en retour du pays le cacao, le café, la cola, la noix de cajou, le bois de grume et autres oléagineux. Aujourd'hui, avec la mise sur pied de la commission mixte ivoiro-malienne, il s'agit de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés, harmoniser les politiques de défense et de sécurité et mutualiser les efforts face à la menace terroriste transfrontalière. Il s'agit surtout d'encourager les hommes d'affaires à accroître et diversifier leurs activités de part et d'autre. On s'intéresse à présent au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions contre Téhéran. Notez que Israël et l'Arabie saoudite saluent cette décision. Les Européens se disent déterminés à sauver cet accord. Explication détaillée avec Herman Divé. J'annonce aujourd'hui que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Déclaration du président américain Donald Trump hier mardi en direct de la Maison-Blanche. Conséquence directe de cette décision, le rétablissement des sanctions contre la République islamique d'Iran. Des sanctions qui avaient été levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Cet accord nucléaire iranien, en quoi consiste-t-il? Cet accord cadre a pour but de contrôler le programme nucléaire iranien et de faire lever les sanctions économiques qui touchaient le pays. L'objectif de cet accord, obliger l'Iran à cesser son enrichissement en uranium. Donald Trump n'a donné aucune précision sur la nature des sanctions qui seraient rétablies et à quelles échéances, mais il a mis en garde. Tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être sanctionné par les États-Unis.
À cette sortie du président américain, la réaction du président iranien, Hassan Rouhani, ne s'est pas fait attendre. J'ai ordonné à l'organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre les mesures nécessaires pour qu'en cas de nécessité, nous reprenions l'enregistrement d'uranium industriel sans limite. Nous attendons quelques semaines avant d'appliquer cette décision. Le président iranien Hassan Rouhani dit rester ouvert au dialogue avec Européens, Russes, Chinois pour mesurer l'intérêt pour son pays de demeurer dans l'accord sur le nucléaire iranien après l'annonce du retrait des États-Unis de cet accord. Et justement, parlant de conséquences par rapport à cette décision américaine, nous sommes en ligne avec un consultant en politique vivant aux États-Unis. Bonsoir, monsieur Calvin Dack, en tant qu'observateur de la politique aux États-Unis. Quel commentaire faites-vous du retrait des Américains de l'accord sur le nucléaire iranien? Bonsoir. Oui, moi je trouve que la décision était purement politique et n'est pas sage ni stratégique. À mon avis, Président Trump aurait dû prendre la décision sur l'accord iranien sur la base de ce qui est le mieux pour la sécurité des intérêts américains et pour la paix et la stabilité dans la région. Ne pas simplement pour faire ce que le président Obama a fait. Même si la plupart des gens ici aux États-Unis pensent que l'accord avec Iran, qu'il y ait des défauts, néanmoins, il est favorable à rien. Je crois que l'objectif principal de l'accord qui est bon, c'était de ralentir le chemin iranien vers des armes nucléaires. Et c'était un bon premier pas. Et ce n'était pas l'accord définitif, mais maintenant, avec la décision de Trump, on est à zéro. Alors, quelles peuvent être les conséquences, tant au niveau géopolitique que sécuritaire, d'une telle décision, M. Calvin Dack? Quant aux conséquences, nous allons être moins sûrs, plus susceptibles à l'instabilité, et cette décision perturbera nos relations avec nos alliés, qui doivent décider s'ils pourront avoir des partenariats économiques avec l'Iran, vu le renouvellement des sanctions américaines. Alors, la décision de Trump aura un impact énorme sur les négociations à venir avec la Corée du Nord, parce qu'elle montre à nos partenaires et aussi à nos adversaires que les États-Unis ne respecteront pas les accords internationaux si nous pensons que nous pouvons obtenir de meilleures conditions. Ce qui est clair, selon moi, sur le plan géopolitique, et sur le plan de coopération internationale, c'est que c'est une autre preuve pour nos amis que l'Amérique d'abord de Trump peut-être peut signifier l'Amérique tout seul. Merci, M. Calvin Dack. Je rappelle, vous êtes consultant en politique et vous résidez aux États-Unis d'Amérique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les forces françaises ici en Côte d'Ivoire ont commémoré hier l'armistice du 8 mai 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. L'événement a eu lieu dans la commune de Port-Bouët. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Une cérémonie essentiellement marquée par la distinction d'officiers et de sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Étendard des républiques de France et de Côte d'Ivoire flottant sur la place d'armes du camp de Port-Bouët. Troupes françaises et ivoiriennes en armes sur le tarmac, immobiles pour les honneurs militaires. La France ravive la flamme du soldat inconnu ce mardi 8 mai. Dépôt de gerbes de fleurs et hommages face à la stèle du soldat inconnu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La commémoration du 8 mai acte la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai fait suite à la première capitulation allemande signée à Reims, quartier général des forces alliées, dans la nuit du 6 au 7 mai 1945. La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue. À Abidjan, la cérémonie d'armistice commémorée à la base des forces françaises en Côte d'Ivoire a vu la distinction de 16 officiers,
4 officiers subalternes et 2 sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire dans l'ordre national du mérite échelon bronze. Ces personnels choisis par l'armée française, sous proposition des forces armées de Côte d'Ivoire, se démarquent par la rigueur quotidienne. L'ardeur au travail et le sacrifice consenti lors d'opérations conjointes menées par les 2 armées. Pour marquer encore plus la solennité de l'instant, Forces armées de Côte d'Ivoire et Forces armées françaises ont rendu côte à côte les honneurs au départ du drapeau, comme pour réaffirmer leur adhésion au même idéal, celui de la liberté humaine. Voilà, je l'annonçais en début de journal, l'opération de réidentification des abonnés de téléphonie mobile a été clôturée le 30 avril dernier. Et à cette date, ce sont un peu plus de 20 millions d'abonnés qui ont pu se faire recenser, soit 70% de la clientèle. Mais attention, si vous êtes abonné, vous avez jusqu'au 11 mai prochain pour vous faire réidentifier au risque de ne plus émettre d'appel. L'annonce a été faite par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec l'ancien Bakayoko. Après 2 prolongations successives, l'opération de réidentification des abonnés à la téléphonie mobile s'est finalement achevée le 30 avril 2018. Pour les pouvoirs publics, il est maintenant temps de passer à la phase des sanctions. À compter de ce 11 mai 2018, les abonnés qui ne se sont pas fait réidentifier seront mis en réception simple, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus passer d'appel. Ils ne pourront qu'en recevoir. Et ils sont environ 10 millions, ces abonnés qui traînent encore les pieds, soit 30% des 32 millions attendus. Mais les numéros qui seront mis en mode de réception pourront normaliser leur abonnement en se faisant réidentifier dans la période allant du 11 mai au 11 juillet 2018, délai de rigueur. Passé ce 11 juillet, ils vont être dans le processus de résiliation. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur numéro. Imaginez un peu ces abonnés qui sont accrochés à leur téléphone mobile pour faire des mobile money, par exemple, qui ne peuvent plus le faire. Ça devient dramatique. Donc j'invite ces usagers au téléphone à se mettre en règle pendant la période du 11 mai au 11 juillet. Cette opération d'identification des abonnés à la téléphonie mobile vise à renforcer la sécurité sur les réseaux et systèmes. L'objectif global est de mieux coordonner la protection des personnes et des biens partout en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les activités de production des cartes nationales d'identité et de résidents ont repris à l'Office national d'identification. Ce mercredi, la structure a convié les journalistes à une journée porte ouverte pour constater l'effectivité de la reprise. L'ONU, selon son directeur général, a produit plus d'1 million de cartes nationales d'identité de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Au chapitre politique de ce 20h, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, qui annonce la tenue de son 2e congrès extraordinaire. L'événement aura lieu le samedi 12 mai prochain à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'adhésion ou non de l'UDPCI au parti unifié sera évoquée, comme nous l'explique Sidonie Davila. Le parti de Mabry Touakeus s'apprête à donner une réponse claire au parti unifié. Signataire de l'accord politique, l'UDPCI veut rassembler tous ses militants pour donner quitus au parti unifié. Ce sera lors de son 2e congrès extraordinaire. Un événement prévu le samedi 12 mai prochain à Yamoussoukro. On est tous allés manifester notre intention au travers d'un accord politique. Et la 2e étape, il faut essayer d'aller un peu plus loin pour être beaucoup plus concret. Voilà. Donc pour être plus concret, on veut associer les militants de base de telle sorte que la décision que nous allons prendre là-bas ne sera pas une décision esselée, c'est-à-dire une décision du président du parti avec sa direction du parti, mais plutôt une décision à base large. À Yamoussoukro, il s'agira de statuer sur les tests qui régissent le RHDP. L'occasion pour l'UDPCI de porter les réflexions sur Parti unifié RHDP, l'UDPCI face au défi du rassemblement pour bâtir la nation. On souhaiterait que cela soit un congrès avec une mobilisation forte pour démontrer à la nation ivoirienne, à tous nos alliés,
que l'UDPCI demeure fidèle à cette décision. Elle veut se positionner comme un parti incontournable. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à ce deuxième congrès extraordinaire, entend mobiliser 4 500 militants. Et le mois de mai a débuté avec ses intempéries, vous l'avez constaté. La pluie dans la nuit d'hier à aujourd'hui ici à Abidjan a fait des dégâts, baraques affaissées, troncs d'arbres arrachés ou des pylônes de télécommunications qui se sont écroulés sur la voie, occasionnant des embouteillages. Voilà le constat fait par notre équipe de reportage sur le terrain, mais pour les météorologues, ce n'est pas un fait surprenant. Franck Quadio. Cocody, face à la radio-télévision ivoirienne, des ouvriers s'affairent pour déplacer de la chaussée cet arbre abattu la veille par de violentes rafales pluvieuses. Même décor à un autre carrefour dans la même commune. Un autre arbre s'est effondré sur la clôture d'une imprimerie. Un peu plus loin, un pilier électrique dangereusement sur le passage des usagers de la route. Nous sommes au mois de mai. Les premières prévisions météorologiques rappelées lors des 5e journées de prévision saisonnière climatique africaine annonçaient ce type d'incident. Ce sont l'évaluation des prévisions que nous avions faites pour mars, avril, mai, juin. La période de juin à septembre sera une période pluvieuse cependant particulière. L'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire pourrait, elle, avoir un cumul pluviométrique supérieur également à 739 mm de pluie, comme indiqué dans les résultats au niveau national. L'une des caractéristiques majeures de la saison, ce sont les séquences sèches qui seront pendant la période de juin, juillet, août et septembre. Le nord et le sud de la Côte d'Ivoire au-delà de la moyenne saisonnière, l'ouest inférieur à cette moyenne et le reste du pays, Abidjan par exemple, proche de la moyenne saisonnière, à chacun de prendre ses dispositions. Comment assurer la sécurité alimentaire sur le continent africain? La question a fait l'objet de réflexions à une rencontre organisée ici même à Abidjan par l'ONG CARE International. Les participants venus de plusieurs pays proposent comme solution, entre autres, l'autonomisation de la femme rurale. Il faut accompagner et aider les femmes agricultrices dans les zones rurales pour une sécurité alimentaire sur le continent, comme nous l'explique de façon détaillée Mamadou Kwasi. Burkina Faso. Le nombre de personnes menacées de famine suite à la mauvaise campagne agricole a atteint aujourd'hui 2,5 millions. La mauvaise pluviométrie et l'action des ravageurs sont les causes de cette situation. Mais le Burkina Faso n'est pas le seul sur le continent. Nombreux sont ces pays touchés par cette crise. D'où la rencontre à Abidjan de Learning Event de CARE International. Un événement de partage d'expériences et d'apprentissage. Il s'agit pour ces participants venus de tous les continents de faire le diagnostic de la situation et d'apporter des solutions. 800 millions de personnes dans le monde se couchent le soir en ayant faim. Cette situation critique n'est pas due au fait que le monde ne produit pas assez de vivres, mais bien plutôt à une injustice globale, notamment vis-à-vis des femmes et de leur faible accès à la terre, aux marchés qui ne sont pas accessibles aux plus pauvres, au changement climatique. L'autonomisation de la femme à travers son implication dans l'agriculture constitue l'une des solutions que propose CARE International. L'autonomisation, c'est on cherche que les femmes et les hommes puissent travailler ensemble pour améliorer la situation de leur famille. Donc cela veut dire que, par exemple, l'homme, il travaille plus avec l'enfant et la nutrition de l'enfant, il s'occupe plus avec ce qui se passe à la maison. Et pour la femme, qu'elle est capable d'engager dans le marché, de prendre ses affaires, de changer la façon de travailler sur le terrain pour améliorer la production. La représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est félicitée de la tenue à Abidjan de cette rencontre mondiale. Elle a également salué les efforts de CARE International dans la prise en charge des femmes du monde rural. Le choix du thème, elle nourrit le monde. Les femmes dans l'agriculture constituent à la fois un hommage parfait à la contribution des femmes dans notre pays. Les femmes et les filles issues du milieu rural représentent 67% de la main-d'œuvre du secteur agricole et produisent 60 à 80% de la production alimentaire, constituant ainsi les principales actrices de la sécurité alimentaire. Ces participants venus du continent américain, européen, asiatique et de plusieurs pays africains vont s'inspirer du modèle ivoirien dans la politique d'autonomisation de la femme à travers l'agriculture, tout en proposant des modèles de réussite.
Le président du conseil régional du Tongpi était récemment en Chine sur invitation du gouverneur de la province de Henan. La visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations de coopération décentralisées entre la région du Tongpi et les provinces chinoises. Le reportage d'Abou Sanogo. Le président du conseil régional du Tongpi, Albert Toakeus Mabri, en Chine dans la province de Henan pour une visite de travail. Établir une relation de coopération économique et politique entre la région du Tongpi et les provinces gouvernementales du pays levant. C'est le sens de la visite du président du conseil régional. Un agenda bien chargé pour Albert Toakeus Mabri, qui a en tant qu'invité spécial participé à la 12e foire internationale sur l'investissement et le commerce dans la province de Henan. Mais bien avant, il a été reçu au siège du gouvernorat de Henan, où les deux régions ont procédé à la signature d'une lettre d'intention de coopération. À Beijing, Henan, Guangdong et Hebei, Albert Toakeus Mabri a eu des séances de travail avec des chefs d'entreprise chinoises dans divers secteurs d'activité, notamment les grands travaux, l'automobile et les nouvelles technologies. Une occasion pour Albert Toakeus Mabri de présenter le riche potentiel économique de sa région, ainsi que les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Saisissant l'aubaine, le président du conseil régional du Tongpi a sollicité un appui pour la réalisation de projets structurants dans le Tongpi. Séduits par les opportunités présentées, les investisseurs chinois effectueront très bientôt une mission de prospection avant la fin de l'année en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le Grand Ouest. Et les fidèles chrétiens catholiques se préparent à célébrer demain jeudi 10 mai la fête de l'Ascension. Elle marque la montée de Jésus au ciel 40 jours après la Pâque. Voyons le sens et l'intérêt de cette célébration avec notre reporter Grace Kando. L'Ascension est l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'Ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'Ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons faire en sorte que nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De 2, depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le 3e sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le 4e sens que le Christ nous donne en ce jour de l'Ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension est un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en Afghanistan, en RD Congo, en Centrafrique, où une journée ville morte décrétée à Bangui a été diversement suivie. C'est une journée organisée pour protester contre les récentes violences dans la capitale à Bangui. Une journée ville morte à Bangui. Diversement suivie, elle a été organisée ce mercredi à l'appel de la société civile contre les violences récentes dans la capitale centrafricaine. Des barrages de fortune ont été érigés par des habitants de Bangui sur les axes routiers de la ville peu fréquentés. La mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, régulièrement prise à partie par des manifestants en colère, a mis en garde contre toute action hostile à son égard. En République démocratique du Congo, le pays fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Un nouveau foyer de l'épidémie a été découvert dans la zone de Bikoro, dans la province de l'Équateur.
Sur un test porté sur 5 personnes, 2 sont hospitalisées et ont été déclarées positives au virus. Les autorités congolaises ont également annoncé la mort de 17 personnes. Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré ce mercredi dans le nord de l'Afghanistan. Il a été ressenti jusqu'à Islamabad et Dushanbe, les capitales du Pakistan et du Tadjikistan, à des centaines de kilomètres de l'épicentre. Aucune victime ni dégâts n'ont été rapportés pour l'instant. Et c'est avec ce commentaire de Sidonie Davila que nous mettons un point final à ce 20h. Mais notez que la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta arrive demain à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.